Salut les loulous, salut les chouchous, salut les amours, salut les amis. Ça me fait plaisir quand certains de vous me disent « Nicole, on adore ton nouveau format de capsule où tu nous parles de la politique avec tes mots, écrits par tic et tac, de patriotes qui savent envoyer des coups de bâton aux non-patriotes et aux non-adhérents à la cause marocaine. » Alors aujourd'hui, la capsule va porter sur un sujet qui nous concerne tous, qui concerne tous les Marocains du monde, qui concerne tous les non-Marocains du monde et qui concerne surtout toute la jeunesse marocaine à travers le monde. Il est très important que nous prenions dorénavant une démarche parentale qui devra être celle d'enseigner à nos enfants la monarchie et ne pas attendre que les professeurs le fassent ou que les éducateurs civiques le fassent. Initiez vos enfants à la vie politique marocaine maintenant qu'elle est assainie et faire de vos enfants les citoyens qu'ils doivent être aux côtés d'un pays qui a besoin d'eux plus que jamais. Donc aujourd'hui, on va parler de la royauté. A-t-on un plus beau sujet, nous Marocains du monde, que celui de la royauté? Je me souviens, il y a quelques années, j'avais été invité sur le plateau de An-Naqid et on m'avait interrogé sur un de mes chapitres où je m'exprimais quant à l'amour que je portais à mes rois. Ce chapitre a été écrit il y a 12 ans, je n'ai pas encore le courage de vous le relire, mais je vous promets que je vous le relirai. Et donc, lorsque j'ai été sur ce plateau et que j'ai expliqué que chez les Juifs du Maroc, le roi, la royauté, avait une notion très divine et que donc les rois du Maroc faisaient partie des croyances profondes de tous les Juifs du Maroc. Et j'ai expliqué que dans ma famille, c'était une tradition que d'allumer une bougie pour le Shabbat à Sidi Mohammed el-Khamis et ensuite à Sa Majesté Hassan II parce que ce sont des tzadikim. Pour moi, aujourd'hui, je dis que quand on leur fait un vœu, on fait un vœu à des gens qui étaient particulièrement éclairés par rapport à tous les hommes politiques que nous rencontrons aujourd'hui. Alors on m'a souvent dit pendant mes voyages à l'étranger, mais le roi, la royauté, mais Nicole, ça ne sert plus à rien. Maintenant on est en 2021, peu importe. Il faut s'adapter à son temps, mais quel temps? Et on me disait, un roi ou une reine se déplace dans un carrosse en or, est-ce que ça a encore du sens? D'abord, et oui, ça a encore du sens dans beaucoup de pays d'Europe. Et d'autres idiots me disaient, c'est ça le travail du roi, se déplacer dans des carrosses ou des belles voitures, mais qui veut de cela encore dans le monde occidental? Vous savez de qui je parle, de ces idiots qui ont la manie de Kate Popao, en pensant qu'ils en savent long ou même arfin tazfta. Alors, je vais vous dire, certains pays d'Europe du Nord, et en plus de l'Angleterre, ont encore des rois et des reines. Ah, Yawa! Alors c'est peut-être que les peuples du Nord sont des idiots, me direz-vous. Ou peut-être sont-ils des peuples retardés et totalement dépassés. Moi, je ne pense pas ça du tout. Je ne peux pas penser qu'un pays comme l'Angleterre est dépassé ou un pays comme la Suède, etc. Ce sont des exemples, d'abord, ce sont des exemples. Bon, l'Angleterre moins après le Brexit, mais bon, ce sont des exemples de gouvernements plus ou moins sains. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces peuples-là, qui ont une monarchie à aujourd'hui, font partie des peuples les plus riches du monde. Venez, on en parle.
Tous ceux qui me diront dorénavant que la royauté est dépassée, je veux vous envoyer en Suède, au Danemark, en Belgique, en Norvège, en Angleterre, et je vais leur souhaiter à ces gens-là, après qu'ils soient allés là-bas, qu'ils me confirment en quoi ils trouvent que ces pays sont dépassés ou pauvres. Après, j'ai entendu des gens qui disent « mais c'est facile d'être roi ». Est-ce qu'on peut s'improviser roi? C'est une bonne question. On peut. Mais les chances de réussir sont égales à 0. Regardez Napoléon Ier, par exemple. Ce souverain de France, un des hommes les plus puissants d'Europe, n'a pas réussi à ce que son fils devienne roi après lui. Son neveu, Napoléon III, encore moins, parce qu'il a échoué de la même façon, il n'a pas pu mettre ni son fils, ni son neveu. Et le Shah d'Iran, parlons-en. De tous les autres exemples qui nous montrent que la royauté est forte dans un pays, c'est parce qu'elle plonge ses racines dans le passé. Le passé. Et plus elle va loin en arrière, et plus elle est forte. Et c'est ce qu'on appelle la légitimité. J'entends aussi que notre roi n'aurait pas fait ci ou n'aurait pas fait ça, ou encore que fait le roi. Alors là, chers amis, il faut comprendre qu'il y a une énorme différence entre compétence et légitimité. Il faut bien différencier les deux, même si aujourd'hui les deux sont réunis en un, puisque nous avons un roi qui est légitime et compétent. On est compétent dans le présent, parce qu'on connaît bien son affaire et quel que soit le domaine. Par exemple, si je suis plombier, peintre ou politicien, je peux tricher avec la compétence, mais si je suis incompétent, je serai très vite dévoilé et je perdrai tous mes clients si je ne suis pas un plombier qui sait réparer. Alors retenez bien les amis, la compétence est dans le présent. Si vous êtes compétent aujourd'hui, tout va bien, vous n'êtes pas compétent demain, tout va mal, tout peut aller mal. On est légitime uniquement vis-à-vis du passé, parce qu'on hérite de la légitimité et personne ne peut s'improviser ou s'inventer légitime. Il s'agit d'une histoire partagée avec nos ancêtres. La compétence est conférée par les vivants, le présent. La légitimité est conférée par les morts, le passé, par les gens qui ne sont plus là. Donc la royauté tire essentiellement sa puissance de sa légitimité acquise tout au long de son passé. Et si on se pose la question à propos de Napoléon, l'empereur des Français, était-il légitime ou compétent? Il était compétent, mais pas légitime. Et son règne s'est achevé par le retour de la légitimité en France. Alors, on peut se poser la question, est-ce que concernant la légitimité, l'opinion des morts compte encore dans le monde des vivants? Eh bien, la réponse est clairement oui, mes amis. Oui. Mais comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, parce que les personnes et les choses quittent ce monde, mais l'information et le savoir se conservent, si ce sont des gens importants. Le corps peut se décomposer dans sa matière et son énergie, mais pas son histoire, qui se conserve si on est quelqu'un d'important. Alors l'autre jour, je me suis posé la question, alors qu'est-ce qu'un roi qui a de la légitimité? Eh bien, c'est une personne comme vous et moi, mais avec une grande différence, car on connaît ses ancêtres loin en arrière. Moi, mes souvenirs les plus lointains ne vont pas plus loin que mes grands-parents. Les rois, ce sont des générations et des générations de personnages connus, centraux, entourés de leur peuple comme au temps où ils ont vécu. Résultat, plus une monarchie plonge dans le passé,
de manière documentée, plus elle est légitime, plus elle est puissante aux yeux de son peuple. À travers le roi, chacun trouve son lien avec tous ses ancêtres. Les empereurs japonais, par exemple, sont extrêmement légitimes car leur famille remonte à plusieurs siècles. Le peuple japonais est très attaché à sa famille impériale et donc à travers eux à leur passé, expliquant beaucoup de la stabilité sociale et économique du Japon. Les monarchies d'Europe du Nord, Danemark, Norvège sont aussi très légitimes, remontant à près de 1000 ans en arrière. Ce sont des pays très modernes, mais également très stables. Les vieilles monarchies légitimes servent de stabilisateurs au peuple. Ahyawa. Mes amis sauront à qui je fais signe. Après, je me suis demandé s'il y avait d'autres possibilités d'être stable. Les systèmes républicains ont une légitimité faible. Les présidents se succèdent, souvent élus avec des marges très étroites. Ça fait le bonheur de ceux qui ont gagné et ça fait le malheur de la moitié qui a perdu. Mais je crois que le système républicain favorise par contre la compétence. C'est une qualité tout à fait nécessaire pour le poste de Premier ministre, par exemple, mais non obligatoire pour le chef de l'État s'il est légitime. Alors qu'est-ce que donne la légitimité et la compétence dans le monde arabe? Adatak, mlikiktek, tedir taktrak. Le monde arabe est structuré en république et en monarchie. Dans le monde arabe, les républiques n'ont pas de légitimité. On peut y trouver des personnes compétentes, mais sans la durée qu'offre la légitimité. Ces compétences sont souvent écrasées ou ignorées ou méprisées, au bénéfice exclusif de la force. Il existe quelques monarchies dans le monde arabe, mais peu remontent vers le passé, au-delà de quelques générations. Le Maroc, pour ça, c'est un cas exceptionnel. C'est la seule monarchie qui remonte aussi loin dans le passé. Alors moi, je veux vous parler de la triple légitimité du roi du Maroc. Relativement à tous les autres pays arabes, le roi y est plus que fortement légitime. Aucun autre chef d'État arabe n'a un poids familial et historique équivalent. Aucun. 400 années de règne sur le Maroc aux mains de la même famille, les Alaouites. Cette légitimité remonte encore bien plus loin, puisqu'avant qu'elle règne au Maroc, la dynastie alaouite a un lien de parenté avec Ali, était déjà noble et documenté de centaines d'années avant de son arrivée au Tafilalet. Fait unique, le roi du Maroc est sunnite, de rite, mais peut tout à fait être reconnu par les chiites, puisqu'il est descendant du prophète. La légitimité du roi du Maroc est à la croisée des chemins des deux grands courants de l'islam, sunnite et chiite. Et pour faire plus simple, les amis, on pourra dire aussi que la légitimité va avec la baraka. Un pays où une famille règne depuis longtemps est forcément un pays qui a la baraka. Là où la violence n'a pas eu de raison d'un état de fait et de droit, il y a la baraka. Vous savez ce que veut dire en hébreu la baraka? C'est la bracha, c'est la bénédiction. La compétence ne relève pas directement de la bracha, puisqu'elle est acquise à force de travail et d'effort. La légitimité qui se prolonge sur des centaines d'années, comme c'est le cas au Maroc, montre qu'il y a la baraka sur ce pays et la famille qui y règne. C'est une expérience unique dans l'histoire et donc le Maroc est un fait unique dans le monde arabo-musulman. Les régimes y ont changé, les sultanats, les émirats, les royaumes, les califats sont apparus, puis se sont effondrés. Le Maroc est resté souverain et aux mains de la même légitimité, celle des Alaouites. Alors comment expliquer la stabilité exceptionnelle du Maroc? Eh bien, du point de vue institutionnel, le Maroc est non pas le pays musulman le plus stable, mais le seul à être stable. Dans un océan d'instabilité et de violence. C'est le seul pays arabe où les ressortissants de pays non musulmans vont s'installer, rêvent d'y vivre, y achètent de l'immobilier ou viennent passer des vacances en toute confiance. Et maintenant, c'est quoi l'avenir du Maroc, les amis?
amis, les chouchous, les loulous. Le Maroc possède la légitimité, mais comme il a besoin, comme tout autre pays, de ses compétences. C'est à nous de les lui apporter dans le cadre de la légitimité royale exceptionnelle de ce pays. Juifs, chrétiens, musulmans doivent les lui apporter avec la bénédiction de leurs ancêtres. Le roi du Maroc est au carrefour de toutes les légitimités possibles du monde musulman. Il est le seul dirigeant inscrit dans la durée, car il est là depuis 400 ans. Et plus, il est frère et égal à tous les autres musulmans. Et c'est en cela qu'il est sunnite. Mais par son ascendance, il est plus légitime que tous les autres musulmans. En cela, car il est acceptable par les chiites. N'oublions pas que les alaouites veut dire descendants de Ali, cousin et gendre du prophète. Ma conclusion, les amis, la conclusion de Tic et Tac, c'est que le Maroc est l'avenir du monde arabo-musulman. Il est le seul pays à détenir par la grâce de Dieu et du passé la légitimité. Cette durée exceptionnelle montre que nos ancêtres soutiennent et guident ce pays et son roi. Les vivants ne suffisent pas à la tâche pour maintenir le monde en marche. Les générations passées y participent également. La stabilité du Maroc n'est donc pas fragile ou liée au hasard. Pas du tout. Elle est là pour durer, comme elle a duré jusqu'à ce jour, et qu'elle va durer encore et encore et encore très longtemps. Et c'est bien pour ça, les chouchous, les loulous, les amis, les amours, que je fais un effort citoyen de vous faire ces capsules pour que vos enfants les regardent, pour qu'on arrive à pallier à cette carence qu'il y a dans les écoles où on n'explique pas exactement l'aspect spirituel du Maroc à nos enfants. Je vous embrasse, j'ai dépassé le timing, j'avais droit à 8 minutes, mais Tac va comprendre que je ne pouvais pas faire tac-tac sans vous dire tous les tics. I love you.